Salut à tous et bienvenue dans Social Blog, le magazine de la street culture et de la génération connectée du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on scanne en images tout ce qui fait bouger les sociétés, on en parle avec nos blogueurs. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Laura Duhamel du blog Sous le ciel de Tel Aviv, un blog entre société et poésie, très joliment écrit. Merci d'être avec nous encore Laura. Et face à Laura, Jérémy Brabet de la page psartech.com, spécialisée en high-tech mais aussi en petites phrases, et c'est pour ça qu'on vous a demandé d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour un social blog placé sur le signe des femmes et de leur combat, sommaire en images. Depuis 7 ans, l'élection de Miss Arab Israël met en valeur la femme arabe, sa beauté et sa personnalité. Nous avons suivi Silver Hanna, l'organisateur de cet événement, l'occasion d'évoquer la place de la femme arabe dans la société israélienne. Relayé un peu partout dans le monde, un prêche misogyne d'un dignitaire saoudien justifiant l'interdiction de conduire faite aux femmes saoudiennes a créé la polémique et fait souffler un vent de contestation. Focus sur le mouvement dit du 26 octobre dans le poste. Et enfin, les blogueurs vous proposeront la sélection des meilleurs liens en fin d'émission. Ça sera le coup de clic. Et pour commencer cette émission, petit tour de l'actu décalé en 56 secondes. On se connecte tout de suite au 56K. Les gamers du monde se remettent tout juste du Tokyo Game Show, de la nouvelle PS4 de Sony en passant par les nouveautés mobiles. Le salon n'a pas déçu les fans et pour cause, les fabricants s'adaptent particulièrement au marché nippon et aux personnages de leur imaginaire. Besoin de câlins en tonal, la société israélienne BioHug a créé une veste high-tech pour aider les personnes anxieuses à déstresser. Le principe, la veste enlace la personne pour offrir les mêmes sensations qu'un câlin, une belle trouvaille pour les personnes autistes qui ne supportent pas toujours le contact humain. Après les chocolats à son effigie, le général Al-Sisi a eu droit à une représentation moins flatteuse. Omar Abou Al-Magd Ali Al-Sagir, agriculteur égyptien de 31 ans, promenait son âne avec une casquette portant le nom du général Al-Sisi. La blague n'a pas plu et le pauvre paysan devra répondre d'insultes à l'armée devant le tribunal. Alors Laura, votre choix parmi ces trois infos? Alors moi j'ai choisi BioHug, que j'ai trouvé très bizarre au premier coup d'œil, mais finalement très intéressant. Donc cette veste qui fait des câlins. Voilà, il faut savoir que ça a été présenté l'an dernier au Salon de l'Autisme, et que visiblement c'est vraiment extrêmement utile, et il y a beaucoup d'espoir dans cette invention. Donc, voilà. Jérémy? Alors moi j'ai choisi l'âne, le général Al-Sisi en version âne. Je ne sais pas si c'est un âne lui-même ou pas, je ne connais pas. Je pense qu'il va apprécier. Je ne sais pas, je pense pas, mais oui, c'est un peu la difficulté de l'Égypte de trouver son chemin, effectivement, entre les frères musulmans d'un côté, l'armée de l'autre, et finalement une révolution dont on a l'impression qu'elle n'a pas été si utile que ça, si aujourd'hui encore on peut être devant les tribunaux pour avoir insulté une personne politique. Merci. Des robes de soirée, des sourires figés, du kitsch. Miss Arabe Israël est un concours de Miss presque comme les autres. Derrière cette célébration de la femme arabe, un homme, Silver Hanna, la quarantaine. Il organise chaque année cet événement apprécié de la communauté arabe israélienne. Nous l'avons suivi à Nazareth dans les coulisses de la 7e édition. C'est le portrait de la semaine. Hala Chouri est désormais la nouvelle Miss Arabe Israël. Cette jeune femme de 17 ans, originaire du village de Tarshisha, a été élue par un jury composé de professionnels du monde de la beauté, du mannequinat et de la mode, mais aussi par les textos et les votes en ligne. Née à Beyrouth il y a 40 ans, Hana a évolué dès le plus jeune âge dans le monde de la mode. Sorti d'une école d'art au Liban, il rencontre le succès en créant une agence internationale de mannequins en Israël. De fil en aiguille, il monte, il y a quelques années, la première édition de Miss Arabe Israël. Il y avait 57 filles au départ de la compétition cette année. C'est la 7e année consécutive que je produis l'événement. Mon agence de mannequins a 410 modèles, certaines juives, d'autres russes, mais il n'y a pas d'égal à la beauté arabe. Elle est connue dans le monde entier. Pour ce businessman hyperactif, cette élection est aussi l'occasion d'organiser un grand casting pour son agence, mais pour lui, c'est aussi une manière de représenter et mettre en valeur la communauté arabe en Israël. Les parents ne les soutiennent pas forcément à cause de la manière dont ils vont être vus dans leur communauté. Et cela, au final, empêche les femmes arabes d'exprimer leur beauté. Hi, my name is
Eva, I'm from Haifa. آيات حاج من حيفا. حلا خوري. سوا سلوم. أمل زهراء. غلاديس شداد. أسل خطاب من حيفا عمري 15 سنة. 13 jeunes femmes venues de tout le pays se sont qualifiées pour la grande finale. Leur objectif est le même que dans n'importe quel concours de Miss. La gloire, les paillettes et pouvoir pénétrer le monde de la mode. Je désire devenir fashionista. Je sens que cette compétition m'aidera à le devenir. Mais aussi devenir célèbre et exaucer tous mes rêves. C'est ma première étape dans mon parcours. Je voudrais voyager dans le monde entier au travers de ma beauté. Si le niveau de glamour est le même, il reste, si on y regarde de plus près, des différences entre les femmes du monde arabe et leur homologue occidental. La chose la plus importante est de tenir ses principes. Nous devons nous rappeler que nous faisons partie de la communauté arabe. Les reines doivent être parfaites dans tous les sens du terme, et pas seulement dans notre communauté. Je vais faire tout ce qu'ils me demandent, mais j'ai mes limites. Je ne porterai pas de bikini, mais je pense qu'en tant que fashionista, je le ferai. Silver Khana ne semble pas s'inquiéter de cette frilosité. Pour lui, la communauté arabe a déjà fait tomber des barrières. Il n'y a pas que les filles qui ne vont pas à la plage, qui ne portent pas de mini-jupe, qui ne portent pas de short. Publiquement, elles disent toujours qu'elles n'en porteront pas à cause de la communauté arabe. Mais quand elles ont signé le contrat avec moi, elles ont toutes dit qu'elles le feraient. Je rêve qu'elles soient toutes en bikini. C'est mon rêve, ça arrivera. Alors Laura, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi Miss Arabe Israël et pas Miss Israël tout court? Il y a deux aspects, je pense, dans ce concours qu'il faut distinguer, et on les voit d'ailleurs justement dans ce reportage. Le premier, c'est que ça répond d'abord à un rêve de gloire de toutes ces jeunes filles, et qu'il faut savoir qu'en Israël, mais partout dans le monde aussi, il y a énormément de concours de beauté. En Israël notamment, en septembre, je crois, c'était la 2e édition du concours Miss Holocaust, qui récompense donc la plus belle survivante de la Shoah. Donc vous parlez de concours communautaires. Il y en a plein, il y a les mini-miss, on a, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Miss Fat and Beautiful, enfin il y a énormément de concours, et ce concours s'inscrit finalement dans tous ces concours. Il y a même eu un concours de Miss prostituée au Brésil. Voilà. D'accord, mais alors pourquoi elles ne font pas partie de la communauté nationale? Est-ce qu'elles sont forcément à part, Jérémy, la femme arabe israélienne? Pourquoi ce concours destiné aux femmes arabes israéliennes? Je pense que, on l'a vu dans le reportage, il y a un vrai problème au niveau des règles du concours Miss Israël général, c'est-à-dire que le fait d'être en bikini pose une vraie difficulté. Donc les familles ne s'opposent pas à ce que ces jeunes filles soient présentes au concours de Miss Israël arabe en général. Je ne pense pas qu'elles soient enthousiastes non plus, mais elles s'opposeraient très clairement à la présence dans le concours israélien. Il y a un exemple. Arrivé, hein, il y a eu un exemple. Alors oui, c'est arrivé effectivement. Il y a une Miss Israël qui était d'origine arabe en 99. Mais justement, si on reprend l'historique, en 2007, il y a eu Doha Fares. Il y a un reportage d'Arte d'ailleurs sur la question, qui a voulu se présenter au concours de Miss Israël. Et en fait, ses oncles ont essayé de l'assassiner tout simplement. Et d'ailleurs, malheureusement, sa sœur en 2011 a été assassinée. Donc il y a des répercussions très fortes. Alors, on voit que c'est pas forcément facile. Est-ce que la femme israélienne, arabe israélienne, a finalement les meilleures conditions de vie que partout ailleurs dans le Moyen-Orient, comme le disent certains, où il y a encore vraiment beaucoup de barrières? Certainement. Je pense que si on prend d'un point de vue juridique, les femmes arabes israéliennes ont exactement les mêmes droits. Il faut savoir qu'en Israël, l'égalité des sexes est reconnue depuis la création de l'État en 1948. Donc potentiellement, les femmes arabes israéliennes ont les mêmes droits. Maintenant, dans les faits, je vais rejoindre ce que dit Jérémy, c'est beaucoup plus difficile. On est dans une société très patriarcale qui répond à énormément de contraintes. Il y a certaines femmes qui percent, je pensais à cette députée travailliste Nadia Ilou, mais qui vient quand même d'un milieu social élevé qui lui a permis de se servir des droits israéliens. Il y a vraiment, à mon avis, une différence déjà entre les personnes qui vivent dans les villes et les personnes qui vivent dans les petits kfars, c'est-à-dire les petits villages où la pression sociale est beaucoup plus ressentie. Alors c'est pareil partout dans le monde, mais effectivement, si on prend le secteur arabe... Dans quel domaine de la société les femmes arabes israéliennes? Malheureusement, rarement en dehors de la maison.
quand on parle C'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes en politique, beaucoup de femmes dans le domaine social qui s'engagent dans beaucoup d'associations. Par exemple, dernièrement, j'ai lu un article d'une druze, une arabe israélienne druze, qui a écrit dans le Huffington Post un article qui s'intitule « Mon corps n'est pas votre affaire ». Elles sont là, elles sont présentes. Oui, mais quand on parle du problème en fait, de l'emploi en Israël, on prend deux catégories qui sont encore absentes du marché de l'emploi en Israël. En général, les ultra-orthodoxes et les Arabes, mais quand on parle des Arabes, on parle surtout des femmes arabes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien sûr des femmes qui sont présentes sur le marché, mais je dirais pas que c'est anecdotique, mais c'est pas suffisant, et c'est loin d'être suffisant. Le débat est ouvert. Privé du droit de conduire, on continue avec ce thème des femmes. Certaines femmes saoudiennes tentent de sonner la révolte en bravant la loi et en postant des images d'elles au volant sur Internet le 26 octobre prochain. La goutte d'eau, c'est un prêche misogyne d'un haut dignitaire. Avant de prétendre au droit de vote, ces femmes ont donc choisi de commencer par le droit de se déplacer. Explication de cette lutte et éléments de réflexion dans le post de Léa Cohen-Robineau, mise en image par Raphaël Cohen. En Arabie Saoudite, prendre le volant pour une femme est tout simplement interdit et source d'un combat que l'on connaît. Certaines étant déjà allées jusqu'à se travestir en homme pour pouvoir conduire, mais ce qu'on savait moins, c'est que la conduite entraînait une malformation des ovaires et donc la naissance d'enfants anormaux. C'est en tout cas la nouvelle argumentation du cher Saleh Al-Louaïdan, un dignitaire saoudien, pour justifier une interdiction qui ne trouve racine que dans la tradition et les coutumes d'une société ultra-conservatrice. On avait déjà entendu que la conduite féminine poussait les femmes aussi bien que les hommes à l'homosexualité et à la pornographie. Mais le cheikh en rajoute même une couche. Il affirme que dans les pays arabes, 33% des femmes qui conduisent ont été à l'origine d'accidents contre seulement 9% des hommes. Et oui, ce dignitaire si peu misogyne finit en beauté. Il y aurait dans le Coran des preuves que la conduite des femmes est interdite pour raisons morales et sociales. La polémique enfle et les femmes ont dans le même temps lancé une nouvelle campagne sur Internet. Le mouvement appelle les Saoudiennes à prendre le volant. Le 26 octobre prochain, elles devraient aussi publier des photos d'elles-mêmes en train de conduire. Leur argument à elles n'est ni médical ni religieux. Il prend racine dans la loi saoudienne. La liberté de mouvement doit être octroyée à tous les citoyens, peu importe le sexe, un droit fondamental. Est-ce que ce cher est allé trop loin? Est-ce que le fait qu'il soit allé trop loin montre qu'il est finalement à court d'arguments? Je pense déjà que ça montre qu'il est stupide, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais je crois qu'il a fait un magnifique cadeau. C'est-à-dire qu'en tenant un argument aussi débile, je crois, et cet argument s'est répandu dans le monde, il a fait avancer la cause de la conduite féminine en Arabie Saoudite. Et je pense aussi que c'est vraiment révélateur de ce qui se passe dans le monde arabe. C'est-à-dire qu'il y a un décalage des générations énorme entre des générations qui sont vraiment genre en dehors de toute réalité, on voit ce propos tenu. Et la nouvelle génération, celle qui a fait la révolution, celle qui s'est engagée dans le printemps arabe, qui est vraiment au diapason du reste du monde. Laura, est-ce que cette nouvelle génération, est-ce que montre que les conservateurs sont complètement dépassés? Est-ce que ces excès montrent que ces conservateurs sont dépassés? Alors déjà, le cher, il mélange science ou pseudo-science et religion, parce que dire que saigner aux ovaires pour défendre un argument, une interdiction religieuse, il est effectivement, comme dit Jérémy, à côté de la plaque. Il y a quelque chose qui est quand même intéressant, je trouve, dans cette société, c'est qu'elle bouge. On a le roi Abdallah lui-même qui a déclaré que l'interdiction de conduire pour les femmes ne trouvait aucun fondement religieux, mais ne s'inscrivait que dans une tradition ancestrale. Donc ça bouge. C'est un pays où il y a énormément de traditions, qui donc oui, depuis le XVIIIe siècle n'a pas bougé. Est-ce que forcément ce genre de campagne va faire bouger les choses, ou finalement c'est des micro-phénomènes? Non, ce n'est pas des micro-phénomènes. Pour cette campagne, justement, pour l'interdiction du droit de conduire, ça remonte à 1990, en pleine guerre du Golfe. On a eu 50 femmes saoudiennes qui ont pris le volant face à la police religieuse au Motawa pour le braver. L'an dernier, elles ont réitéré. Elles ont lancé un mouvement exactement similaire qui a reçu le soutien d'Amnesty International, qui s'est malheureusement soldé par l'arrestation de l'instigatrice qui a écopé de 2 semaines de prison. Mais elle recommence, donc ça bouge. Il n'y a pas vraiment le choix, parce que c'est aussi une question pratique, c'est-à-dire que ça atteint les femmes en fait, qui sont les moins riches. C'est-à-dire que celles qui viennent des familles les plus riches peuvent bénéficier d'un chauffeur, ce qui n'a pas l'air de choquer le cher, de laisser sa femme avec un chauffeur dans la voiture. Donc ça vient Mais celles qui sont les moins riches doivent compter sur leur famille, etc. Donc c'est un mouvement qui a des répercussions pratiques. C'est pas seulement d'un point de vue idéologique une question de justice, c'est une question pratique pour un certain nombre de gens là-bas. En tout cas, on va en entendre parler, puis on suivra ça le 26 octobre prochain. Les articles à ne pas manquer, le tout sélectionné par nos blogueurs, c'est maintenant, et c'est le coup de clic. Laura, votre choix.
Moi, j'ai choisi une annonce insolite d'Airbnb qui vous propose de passer vos vacances dans un bidonville à Jakarta. Donc, Jakarta, c'est la capitale de l'Indonésie. C'est très simple. On vous montre des photos justement de votre futur lit, de votre future chambre pour un montant forcément minime. Et le but est d'aider les populations. Donc c'est pas dénoncer, mais c'est aider. Et c'est vraiment quelque chose de concret. C'est d'aider, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû payer sans y aller. Il y a peut-être des personnes qui vont s'y rendre. En tout cas, j'ai trouvé ça suffisamment original pour le montrer aujourd'hui. Jérémy. Moi, j'ai peut-être choisi un petit peu moins original. J'ai choisi le site Israel 21 Century, qui est le site, en fait, je suis désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais site anglais qui renseigne sur l'économie israélienne. Je pense que c'est intéressant parce qu'on entend parler de tout ce qui se passe et par exemple, on entend parler de Waze, mais on n'entend pas parler de la petite actualité. Et c'est vraiment là que se développent aussi les technologies les plus ambitieuses israéliennes. Très bien. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce magazine. Merci à ceux qui m'ont aidé à le préparer. Les liens de Laura, de Jérémy, leur blog, les coulisses de l'émission, c'est sur la page de Social Blog. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour continuer à découvrir la nouvelle génération du Moyen-Orient. Et d'ici là, restez connectés.